Je n'aurais jamais cru qu'à 70 ans, je serais en guerre contre mon propre fils. Mais était-ce ma faute si Amaury et sa femme, Odette, ont décidé que mon temps était révolu et qu'il était l'heure de leur laisser la place? Ma maison à Ville-d'Orme n'est pas luxueuse, mais elle est accueillante. 2 étages avec un petit jardin où je cultive des orchidées. Clément et moi l'avons acheté il y a 32 ans, à une époque où les prix étaient ridicules par rapport aux standards actuels. Aujourd'hui, avec la construction du nouveau centre commercial et l'agrandissement du parc municipal, l'immobilier dans notre quartier a vu sa valeur monter en flèche, surtout pour les maisons comme la mienne, anciennes, historiques, avec leurs boiseries en chêne d'origine et leurs vitraux. Après la mort de Clément il y a 5 ans, je me suis retrouvée seule. La solitude se fait parfois sentir, mais je ne peux pas dire que j'en souffre. J'ai des amis que je vois 2 fois par semaine. J'ai mes orchidées qui demandent une attention constante. J'ai un club de lecture et je suis bénévole à la bibliothèque municipale où j'aide à cataloguer les acquisitions rares. Clément m'a laissé une assurance vie assez conséquente. Avec ma retraite et mes économies, je vis plutôt confortablement. Ce n'est pas le grand luxe, mais je ne me prive de rien. Je peux me permettre de voyager 1 fois par an, de renouveler ma garde-robe et de me faire plaisir avec un bon vin le vendredi. En 35 ans de carrière comme experte en assurance, j'ai appris à remarquer les détails que les autres ignorent. Dans le domaine des assurances, il faut savoir démêler le vrai du faux, détecter les fraudes et les documents falsifiés. Combien de fois des gens sont venus me voir avec de faux papiers pour tenter de se faire assurer pour des objets de valeur prétendument volés ou endommagés? Quelle n'était pas leur surprise quand je leur signalais les incohérences de leur récit, les signes de contrefaçon dans des documents qu'ils pensaient parfaits. Vous avez un œil de diamant, Madame Dubois, me disait mon patron, et j'en étais fière. Ce sont ces compétences qui m'ont aidé à comprendre ce qu'Amaury et Odette préparaient. Mon fils a toujours été ambitieux, mais ces dernières années, son ambition s'est transformée en pure cupidité. Son poste chez le concessionnaire automobile lui assure un bon revenu, mais il n'en a jamais assez. Odette, sa femme depuis 12 ans, travaille comme réceptionniste dans un salon de beauté et elle aussi, perpétuellement insatisfaite de sa situation. Ils ont tous les deux la quarantaine, sont toujours locataires de leur appartement et se plaignent du loyer exorbitant. J'ai commencé à remarquer un changement dans leur comportement il y a environ 6 mois. Avant, ils ne me rendaient visite qu'1 fois par mois, généralement pour les fêtes ou quand ils avaient besoin de quelque chose. Soudain, ils se sont mis à venir chaque semaine, m'apportant des courses et s'enquérant de ma santé. « Maman, tu as bien pensé à prendre tes cachets pour la tension ?» demandait Amaury, alors qu'il ne se souvenait même pas que j'avais des problèmes de tension auparavant. « Élise, nous avons remarqué que votre toiture a besoin de réparation. Peut-être devrions-nous envisager de déménager dans un endroit plus douillet ?» suggérait Odette avec une fausse sollicitude dans la voix. Je faisais semblant de ne pas voir leur manège. Je souriais et les remerciais de leur prévenance, mais intérieurement, ma méfiance grandissait. Un jeudi soir, alors qu'ils étaient venus pour une énième visite, j'ai prétexté aller me reposer dans ma chambre, mais je suis restée silencieusement derrière la porte, écoutant leur conversation. « Tu as vu les prix des maisons dans le quartier ?» chuchotait Odette. « Pour une telle somme, on pourrait s'acheter non seulement un appartement, mais aussi une nouvelle voiture, et il nous en resterait assez pour un voyage. »« Oui, mais elle est trop attachée à cette maison, » répondit Amaury. « Je ne pense pas qu'elle acceptera de vendre. Elle est de plus en plus distraite. Tu as remarqué ? Il est peut-être temps de lui faire comprendre qu'elle a besoin d'aide pour gérer ses finances. » Je suis retournée sans bruit dans ma chambre, sentant la colère monter en moi. Alors comme ça, il me prenait pour une vieille femme étourdie, incapable de gérer son argent. Eh bien, peut-être devrais-je jouer leur jeu. La semaine suivante, j'ai oublié de payer ma facture d'électricité. Quand Amaury me l'a rappelé, j'ai pris un air surpris et je l'ai remercié pour son attention. « Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps », ai-je dit avec une inquiétude feinte. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Les yeux d'Amaury se sont illuminés, et Odette lui a lancé un regard entendu. « Maman, peut-être devrais-tu nous laisser t'aider à gérer les finances » a-t-il suggéré. « On pourrait garder un œil sur les comptes pour ne rien oublier. »« Oh, je ne sais pas » ai-je fait, feignant l'incertitude. « C'est si embarrassant. » « Pas du tout, Élise, » intervint Odette. « Beaucoup de personnes de votre âge ont besoin d'aide. C'est tout à fait normal. »« De mon âge, vous voulez dire ? » Comme si 70 ans signifiait être vieille et sénile. Mes doigts se sont crispés en poing sous la table, mais j'ai gardé un air reconnaissant. « Vous avez peut-être raison. Je vais y réfléchir. » Après leur départ,
je suis restée longtemps assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, regardant mon jardin s'enfoncer dans le crépuscule. Mes orchidées, blanches veinées de rose, semblaient fantomatiques dans la lumière déclinante. Je me suis souvenue de Clément m'offrant la première fleur pour notre 20e anniversaire. Les orchidées demandent de la patience et de l'attention, tout comme un bon mariage, avait-il dit. J'ai souri à ce souvenir. Clément avait toujours été sage et prudent. Il n'aurait pas approuvé le comportement de notre fils, mais il m'aurait conseillé d'agir avec prudence et sagesse. C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Le lendemain, j'ai appelé ma vieille amie, Solange Lambert. Nous nous étions rencontrés à l'université et étions restés en contact depuis, malgré les aléas de la vie. Solange, contrairement à moi, ne s'était jamais mariée et avait été professeure de mathématiques au lycée de Vildorme toute sa vie. Elle était toujours directe et pragmatique. « Élise, tu es sûre qu'il manigance vraiment quelque chose comme ça ?» m'a-t-elle demandé quand je lui ai fait part de mes soupçons. « Peut-être qu'il s'inquiète juste pour toi. » Solange, je connais mon fils. Il n'a jamais été un modèle d'altruisme, et sa femme est pire encore. Il pense que j'ai un pied dans la tombe et qu'il est temps que je leur cède la place. C'est terrible, Élise. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas encore sûre, mais j'ai une idée. Tu te souviens comment, à l'université, on a piégé notre colocataire qui nous volait tout le temps nos affaires? Solange a ri. Comment pourrais-je oublier? On a fait croire qu'un collier de pacotille était un bijou de famille de grande valeur et on a fait tout un scandale à propos de sa disparition. Elle a eu si peur qu'elle a avoué tous ses vols. Exactement. Il nous faut quelque chose dans ce genre. Leur donner la corde pour se pendre. Après avoir parlé à Solange, un plan a commencé à se former dans ma tête. Je n'allais pas me laisser faire. Si Amaury et Odette voulaient la guerre, ils l'auraient, mais à mes conditions. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à jouer le rôle de la vieille dame sans défense, oubliant des choses importantes, confondant les dates, montrant de l'insécurité en manipulant ma carte bancaire. Chaque fois qu'ils m'aidaient, je les couvrais de gratitude, renforçant leur certitude que leur plan fonctionnait. En même temps, j'ai commencé à mentionner, comme par hasard, les économies importantes que je possédais. Tu sais, Amaury, ton père a toujours été très prévoyant, ai-je dit un soir au dîner. Il m'a laissé bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. J'ai remarqué qu'Odette se raidissait, bien qu'elle essayât de cacher son intérêt. Vraiment? A demandé Amaury nonchalamment. Mais ses yeux brillaient de cupidité. Où gardes-tu tes économies? Oh, à plusieurs endroits, ai-je répondu évasivement. Une partie à la banque, et une autre dans des lieux plus sûrs. Plus sûrs? C'est avancé Odette. Que veux-tu dire? J'ai souri énigmatiquement. Clément n'a jamais eu entièrement confiance dans les banques. Il préférait garder une partie de son argent, disons, à l'ancienne. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête. L'appât était lancé, et il l'avait mordu. Quelques jours plus tard, Amaury m'a appelé pour me proposer de venir le week-end afin de m'aider à faire un grand ménage. J'ai accepté, sachant pertinemment qu'ils chercheraient l'argent caché. Quand ils sont arrivés, je les ai laissés s'occuper du nettoyage et je me suis installée dans le jardin, soi-disant pour ne pas les déranger. Par la fenêtre, je les voyais inspecter méthodiquement chaque tiroir, chaque étagère, regardant sous les matelas et les tapis. Leur visage devenait de plus en plus déçu. Vers le soir, alors qu'ils étaient assis, fatigués et irrités, j'ai décidé de jeter de l'huile sur le feu de leur avidité. Vous savez, je réfléchissais, ai-je commencé, feignant de ne pas remarquer leur véritable motivation. Peut-être que je devrais vraiment déménager dans un logement plus petit. Cette maison devient trop grande pour moi toute seule. Odette a presque sursauté d'excitation. On en parlait justement. Il y a de merveilleuses résidences pour seniors qui prendraient soin de vous. Peut-être, ai-je dit pensivement. Mais que faire de la maison? La vendre à des étrangers me semble si triste. Amaury et Odette ont échangé des regards pleins d'espoir. On pourrait, s'occuper de la maison, a suggéré prudemment Amaury. Si tu décides de déménager. Ce serait merveilleux, ai-je souri. Je saurais que la maison reste dans la famille. Je les voyais se retenir à grand-peine de se jeter dans les bras l'un de l'autre de joie. Mon piège commençait à fonctionner. Maintenant, il fallait que je les amène à montrer leur vrai visage. Vous savez, je vois mon avocat la semaine prochaine, ai-je ajouté nonchalamment. Je veux discuter de certains papiers. Des papiers? A relevé Odette.
Quel papier? Oh, rien de bien important. Je veux juste m'assurer que tout sera en ordre s'il m'arrivait quelque chose. Après leur départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à élaborer la prochaine étape de mon plan. Je devais préparer des documents qui sembleraient assez convaincants pour les pousser à agir. Et ensuite, je leur donnerais une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Clément aurait probablement ri de me voir manigancer pour duper mon propre fils, mais il avait toujours apprécié mon ingéniosité. Maëlys ne se laissera pas faire, disait-il fièrement. Et il avait raison. Je ne me laisserai pas faire. Je me battrai pour ce qui m'appartient de droit, la maison que Clément et moi avons mis tant d'efforts à construire, ma dignité, le droit de décider de mon propre destin. La guerre avait commencé, et j'avais bien l'intention d'en sortir victorieuse. J'ai passé les 2 semaines suivantes à préparer mon plan. D'abord, je devais créer une illusion convaincante de déclin de ma santé et de ma mémoire. J'ai mis mes papiers en ordre, vérifié tous mes contrats et m'assuré que toutes mes factures étaient payées à temps. Ensuite, j'ai passé quelques appels à d'anciens collègues de la compagnie d'assurance pour mettre à jour mes connaissances sur les subtilités juridiques modernes. Mon ancien collègue, Laurent Blanchard, avec qui nous enquêtions ensemble sur des sinistres suspects, enseignait maintenant à la faculté de droit local. Il fut ravi de mon appel et heureux de discuter des dernières évolutions en matière de droit immobilier et successoral. « Élise, tu comptes poursuivre quelqu'un en justice ?» demanda-t-il lorsque je commençai à poser des questions sur des nuances juridiques spécifiques. « Non, je veux juste m'assurer que mes affaires sont en ordre, » répondis-je évasivement. « Eh bien, écoute, si tu as besoin d'un conseil juridique, appelle-moi. Je suis toujours heureux d'aider une vieille camarade de combat. » Nous avons ri tous les deux, nous souvenant comment, dans les années 90, nous avions enquêté sur une affaire d'incendie criminel dans un entrepôt où le propriétaire tentait d'escroquer l'assurance. C'est à ce moment-là que Laurent m'avait surnommé « camarade de combat », pour ma persévérance et mon attention aux détails. Armé des connaissances nécessaires, je me suis mise à exécuter mon plan. J'ai commencé modestement. J'oubliais, accidentellement, où j'avais mis mes lunettes, même si elles pendaient à un cordon autour de mon cou, où je ne me souvenais plus si j'avais payé mes factures, tout en sachant qu'elles étaient. Chaque fois qu'Amaury ou Odette soulignaient mes oublis, je soupirais et disais quelque chose comme « Oh, la vieillesse n'est pas une partie de plaisir » ou « Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était ». Et chaque fois, je les voyais échanger des regards d'enthousiasme grandissant. Un matin, j'ai laissé mon relevé de compte bien en évidence sur la table de la cuisine, montrant le solde confortable de mon compte. Quand Amaury et Odette sont venus me voir, j'ai fait semblant de venir de me réveiller, sortant en robe de chambre, les cheveux en désordre. « Maman, tu n'as pas l'air bien, » dit Amaury, en m'examinant attentivement. « Oui, » dis-je en portant la main à mon front. « Je n'ai pas bien dormi. J'ai entendu des bruits toute la nuit. »« Des bruits ?» s'alarma Odette. « Quel genre de bruit ? » ?»« Je ne sais pas. Comme si quelqu'un marchait dans la maison, fis-je un geste vague. C'est probablement juste les vieilles tuyauteries qui grincent ou mon imagination qui me joue des tours. Je vis les yeux d'Odette se poser sur le relevé de compte sur la table, puis elle détourna rapidement le regard, essayant de ne pas montrer son intérêt. « Tu devrais peut-être voir un médecin, » suggéra Amaury. « L'insomnie à ton âge pourrait être le signe de problèmes de santé. » À mon âge. Il n'arrêtait pas de souligner mon âge, comme si 70 ans, c'était presque un siècle. « Tu as probablement raison, » ai-je convenu en m'affaissant sur une chaise. « Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. J'ai souvent des vertiges. »« C'est la tension, » dit Odette avec assurance. Ma tante avait des vertiges quand sa tension a commencé à monter. On devrait vérifier ta tension. Amaury hocha la tête. « Tu as un tensiomètre quelque part. » Je fis semblant de chercher dans ma mémoire. Je crois que c'était dans un tiroir de la salle de bain, ou dans la chambre. Je ne me souviens plus exactement. Je vais chercher, se porta volontaire Odette en quittant rapidement la cuisine. Je souris intérieurement. Elle ne chercherait pas seulement le tensiomètre, mais aussi d'autres choses qui l'intéressaient, comme les économies que je gardais supposément à la maison. « Maman, quand as-tu vérifié ton solde pour la dernière fois ?» demanda nonchalamment Amaury en désignant le relevé bancaire. « Oh, je ne me souviens plus. » J'ai fait comme si je venais de remarquer le document. Il a dû arriver l'autre jour. Je pose habituellement le courrier ici, puis je le trie quand j'en ai l'envie. Amaury prit le relevé et y jeta un œil. « C'est une somme assez rondelette, dit-il, essayant d'être désinvolte, mais je pouvais voir la lueur avide dans ses yeux.
Tu es sûr de vouloir garder tout cet argent sur un seul compte? On devrait peut-être le répartir pour réduire les risques. Les risques? Fronçai-je les sourcils, feignant l'incompréhension. Quel risque? Eh bien, tout peut arriver à la banque, haussa-t-il les épaules. Ou au compte lui-même. Les escrocs sont très créatifs de nos jours. Oh, je n'y avais pas pensé, secouai-je la tête d'un air inquiet. Mais tu as raison. Bien sûr, ce ne sont pas toutes mes économies. Ton père a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu as donc d'autres comptes. Amaury tenta de cacher son intérêt, mais sans succès. Des comptes, des investissements. Restai-je délibérément vague. Et quelques autres choses. Clément était un homme très prudent. C'est à ce moment qu'Odette revint avec le tensiomètre. Trouvé dans l'armoire de la salle de bain, dit-elle. Vérifions votre tension, Élise. Elle me prit la tension, qui était bien sûr un peu élevée. J'avais pris soin de boire une tasse de café fort avant leur arrivée, et de me montrer délibérément nerveuse. 15e, annonça Odette en regardant l'écran. C'est assez haut, Élise. Vous devez surveiller ça. Mon Dieu, les regardai-je d'un air effrayé. C'est dangereux. Ne panique pas, mais tu dois absolument voir un médecin, dit Amaury. Tu veux que je te prenne un rendez-vous? Si ce n'est pas trop de dérangement, souris-je avec reconnaissance. Je suis si distraite ces derniers temps, j'ai peur d'oublier de prendre rendez-vous. Bien sûr, maman. Il me tapota le bras. Je m'occupe de tout. Après leur départ, je me permis un petit rire silencieux. Le plan avait fonctionné à merveille. Ils avaient vu exactement ce que je voulais qu'ils voient. Une vieille dame vulnérable et oublieuse avec des économies considérables. L'appât était lancé et il l'avait mordu. Le lendemain, Amaury appela pour me dire qu'il m'avait pris un rendez-vous chez le médecin pour la semaine suivante. Je le remerciai et changeai délibérément de sujet. Tu sais, je pensais à ma vieille amie Hélène, dis-je d'un air songeur. Elle a récemment emménagé dans cette nouvelle résidence pour seniors à la périphérie de la ville. Le Havre serein, je crois. Vraiment. Sa voix était méfiante. Et comment s'y trouve-t-elle? Elle dit qu'elle est très heureuse. J'essayai de donner un ton rêveur à ma voix. Il y a toutes les commodités, 3 repas par jour, des soins médicaux. Et aucun souci avec la maison ou les factures. Tout est inclus dans le forfait mensuel. Ça n'a pas l'air mal, répondit prudemment Amaury. Tu penses à déménager dans une maison de retraite, toi aussi? Eh bien, parfois je me dis que ce serait une sage décision, soupirai-je. Cette maison devient trop grande pour moi seule. Et avec mes oublis et mes problèmes de santé, j'ai peut-être besoin d'aide. Maman, ne te précipite pas pour prendre de telles décisions, dit rapidement Amaury. Allons d'abord chez le médecin, voyons ce qui ne va pas avec ta tension, et ensuite on réfléchira à un si grand changement. Bien sûr, mon chéri, ai-je convenu. Je réfléchissais juste à voix haute. Quand nous avons terminé la conversation, je me suis adossée à ma chaise avec un sourire satisfait. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans la tête d'Amaury. L'idée que je puisse vendre la maison et utiliser l'argent pour payer mon séjour en maison de retraite l'avait clairement horrifié. Maintenant, il chercherait des moyens de m'empêcher de prendre cette décision et de prendre le contrôle de mes biens en même temps. Quelques jours plus tard, Amaury et Odette sont revenus me voir, cette fois avec un sac de courses et un nouveau tensiomètre. Nous avons décidé que tu avais besoin d'un tensiomètre plus moderne, expliqua Odette en déballant la boîte. Celui-ci est automatique, très facile à utiliser. C'est très gentil de votre part, souris-je timidement. Mais il ne fallait pas faire cette dépense. Ce n'est rien, maman, dit Amaury. Ta santé est plus importante. Pendant qu'Odette me montrait comment utiliser le nouvel appareil, Amaury aborda nonchalamment le sujet de la maison de retraite. Je me suis renseigné sur le Havre serein, dit-il. Sais-tu combien coûte un séjour là-bas? Non. Je secouai la tête. Hélène n'a pas parlé d'argent. Près de 3 000 € par mois, dit-il d'une voix inquiète. Et c'est le forfait de base. Sans les extras. Oh, fis-je semblant d'être surprise. C'est vraiment beaucoup. Si vous envisagez sérieusement de déménager, intervint Odette, vous devrez faire le calcul. Votre retraite pourrait ne pas suffire. Eh bien, j'ai des économies, haussai-je les épaules. Et une maison. Si je la vendais, j'aurais assez d'argent pour des années.
Amaury et Odette échangèrent un regard rapide. Vendre la maison? Demanda Amaury, essayant de cacher son anxiété. Tu es sûr de vouloir vendre la maison où tu as vécu pendant tant d'années? Je ne sais pas, soupirai-je. Bien sûr, ça me ferait mal de m'en séparer. Tant de souvenirs. Mais si je ne peux plus m'en occuper? Si ma mémoire continue de se détériorer? Il y a d'autres options, dit rapidement Odette. Par exemple, vous pourriez rester à la maison et nous pourrions vous rendre visite plus souvent. Ou nous pourrions engager une aide à domicile. C'est très gentil de votre part, souris-je avec reconnaissance. Mais je ne veux pas être un fardeau. Vous avez votre propre vie, vos propres soucis. Tu ne seras jamais un fardeau, maman, m'assura Amaury, bien que je susse que ce n'était pas vrai. Nous sommes une famille. Nous devons prendre soin les uns des autres. Je reniflai mentalement. Où était cette sollicitude quand j'étais vraiment seule après la mort de Clément? Quand je ne voyais Amaury ou Odette pendant des mois, à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose de moi. Pourtant, je dois penser à l'avenir, insistai-je. J'ai même pris rendez-vous pour une visite au Havre serein la semaine prochaine, juste pour avoir les détails. Pourquoi une telle précipitation? Amaury était clairement nerveux. Allons d'abord chez le médecin, comme nous l'avions convenu. Bien sûr, mon chéri, je lui tapotai le bras. Je veux juste explorer toutes les options pour être préparé. Après leur départ, je me suis versé une tasse de thé et me suis assise près de la fenêtre, regardant les derniers rayons de soleil dorer mes orchidées. Le plan se déroulait. Exactement comme je l'avais imaginé. Maintenant, Amaury et Odette paniquaient à l'idée que je puisse vendre la maison et dépenser tout l'argent pour la maison de retraite. Leur prochain coup serait d'essayer de prendre le contrôle de mes finances et de mes biens pour mon propre bien, bien sûr. La semaine suivante, comme prévu, Amaury m'emmena chez le médecin. Le docteur Fournier, un homme plus âgé aux yeux bienveillants et à la voix calme, m'examina et ordonna quelques tests. Votre tension est en effet élevée, Madame Dubois, dit-il. Mais rien de catastrophique. Je vais vous prescrire un médicament léger pour la ramener à la normale. Comment vous sentez-vous en général? Pas mal, docteur, répondis-je. Mais parfois, j'ai des vertiges et ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. C'est normal à votre âge, sourit le docteur Fournier. Mais nous allons faire d'autres tests pour exclure tout problème sérieux. Amaury, assis à côté de moi, écoutait attentivement et hochait la tête, posant parfois des questions. Je le voyais enregistrer mentalement chaque mot sur ma condition déclinante. Sur le chemin du retour, Amaury était inhabituellement pensif. « À quoi penses-tu, mon chéri ?» demandai-je en regardant son profil tendu. « À rien de spécial, tenta-t-il de sourire. Je réfléchis juste à ce que le médecin a dit. Ne t'inquiète pas, je vais bien aller, je lui tapotai le bras. Avec quelques pilules, ma tension reviendra à la normale. Ce n'est pas seulement ta tension, maman, dit sérieusement Amaury. Tu vis seule. Tu as des vertiges. Tu as des problèmes de mémoire. Et si tu tombais ou si tu oubliais de fermer le gaz? Je peux me débrouiller, protestai-je. Pour l'instant, répéta-t-il. Mais quand sera-t-il dans 6 mois, dans 1 an? Je ne répondis pas, faisant semblant de réfléchir à ses paroles. En réalité, je l'observais, remarquant la lueur de calcul et d'impatience dans ses yeux. Il était clairement en train de fomenter un plan. Ce soir-là, Amaury m'appela. « Maman, Odette et moi avons réfléchi », commença-t-il. « Peut-être qu'on devrait emménager avec toi pour un temps. Pour t'aider à la maison, surveiller ta santé. » Emménager avec moi? Fis-je semblant d'être surprise. Mais vous avez votre appartement, votre vie. Nous sommes locataires, me rappela Amaury. Et pour ce qui est de notre vie, eh bien, on pourrait essayer pour 1 mois, disons, pour commencer. Voir si tout le monde est à l'aise. Je ne sais pas, fis-je une pause, comme si j'hésitais. Je ne voudrais pas vous déranger. Tu ne nous dérangeras pas, maman, m'assura Amaury. En plus, de cette façon, tu pourras repousser la décision concernant la maison de retraite. Voir comment tu te débrouilles avec notre aide. Eh bien, si c'est ce que vous voulez vraiment. J'essayais de rendre ma voix peu sûre. Nous le voulons, maman. Vraiment. Il semblait si excité que j'avais du mal à retenir mon rire. On pourrait emménager ce week-end si ça ne te dérange pas. Sitôt, fis-je mine d'être surprise. Eh bien, si ça vous arrange. Le plus tôt sera le mieux, dit fermement Amaury.
Comme ça, tu ne seras plus seul plus longtemps que nécessaire. Après la conversation, j'ai appelé Solange pour la tenir au courant. Ils ont décidé d'emménager avec moi, dis-je, satisfaite. Ce week-end. Si vite. S'étonna Solange. Ils n'essaient même pas de cacher leurs intentions. Exactement, souris-je. Ils sont si sûrs que je ne remarque rien qu'ils ne prennent même plus la peine d'être subtils. Tout se passe comme prévu, Solange. Maintenant, nous devons nous préparer pour la prochaine étape. Et quelle sera-t-elle? Je vais leur laisser croire qu'ils ont le contrôle total, et ensuite je leur montrerai le faux acte de donation de la maison que j'aurais prétendument signé. Un faux acte de donation, s'exclama Solange. Et comment vas-tu faire ça? J'ai encore des relations dans le milieu juridique, lui rappelai-je. De plus, j'ai appris à reconnaître les documents falsifiés pendant mes années à la compagnie d'assurance, ce qui signifie que je peux aussi en créer un. Élise, tu me fais peur parfois, rit Solange. Mais je suis contente que tu ne te laisses pas berner. J'ai passé les jours suivants à préparer l'arrivée d'Amaury et Odette. J'ai rangé mes biens les plus précieux dans un coffre-fort que Clément avait installé derrière un faux mur dans le cellier. Un endroit qu'Amaury ne connaissait pas. J'y gardais des documents importants, des bijoux et surtout, les titres de propriété originaux de la maison. De plus, j'ai commencé à travailler sur un faux acte de donation. J'ai trouvé un modèle d'un tel document sur Internet et l'ai modifié pour créer un papier d'apparence plausible, transférant soi-disant la propriété de la maison à Amaury. Le document avait l'air officiel, avec des tampons et des signatures, mais contenait plusieurs erreurs juridiques qui le rendraient invalide en cas de véritable procès. Le samedi matin, Amaury et Odette sont arrivés avec plusieurs grandes valises, clairement plus que ce qu'il fallait pour un séjour d'un mois. Je les ai accueillis avec un sourire, feignant de me réjouir de leur compagnie. « Maman, nous sommes si contents que tu aies accepté », m'a serré Amaury dans ses bras. « Tu n'auras plus à te soucier de rien. Je vous ai préparé la chambre d'amis, ai-je dit. J'espère que vous y serez à l'aise. » « Oh, ne t'inquiète pas pour nous, » a dit Odette. « Nous nous installerons très bien. C'est ton confort et ta sécurité qui comptent. » Je levai mentalement les yeux au ciel. Leur sollicitude était si fausse que même une vraie vieille dame atteinte de démence aurait suspecté quelque chose. Vous savez, je repensais à notre conversation sur la maison de retraite, ai-je dit pendant le déjeuner. Vous avez peut-être raison. Je devrais peut-être attendre avant de prendre cette décision. Voir comment je me débrouille avec votre aide. C'est super, maman, s'illumina Amaury. Pas besoin de se précipiter. Nous sommes là maintenant, et nous allons nous occuper de tout. Je lui ai souri en retour, pensant à la rapidité avec laquelle cette sollicitude se transformerait en cupidité pure et simple et en désir de mes biens. Mais j'étais prête. Le piège était tendu, et bientôt, ils y tomberaient eux-mêmes. Le soir, alors que nous étions assis dans le salon, j'ai entamé une conversation sur l'avenir. Vous savez, je m'inquiète de ce qui va se passer ensuite, ai-je dit d'un air pensif. Vous êtes là maintenant, mais vous ne pouvez pas rester avec moi pour toujours. Vous avez votre propre vie, vos propres projets. Ne pense pas à ça maintenant, Élise, sourit Odette. Voyons simplement comment les choses se passent. Pourtant, insistai-je. J'ai besoin d'être sûr que si quelque chose m'arrivait, tout irait bien avec la maison, avec mes affaires. Amaury et Odette échangèrent des regards. Maman, si tu t'inquiètes pour l'aspect juridique, commença prudemment Amaury, on pourrait parler à un avocat, rédiger des papiers pour te rassurer. Quel genre de papier? Fis-je semblant de ne pas comprendre. Eh bien, comme une procuration, suggéra Amaury. Pour que je puisse t'aider avec tes finances, tes factures, tes problèmes médicaux. Oh, je vois, hochai-je la tête. Oui, ça semble raisonnable. J'oublie parfois de payer mes factures à temps. Tu vois, sourit-il. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Je m'occuperai de tout. La maison aussi, ai-je demandé. Je suis si inquiète de ce qui lui arrivera si je dois déménager en maison de retraite. La maison aussi, dit Amaury avec assurance. Ne t'inquiète de rien, maman. On fera au mieux. Je vis la lueur avide dans ses yeux, et je sus qu'il avait ma maison en tête. Eh bien, qu'il pense que tout se déroule selon son plan. Bientôt, il saura ce que cela signifie de vouloir duper une vieille renarde comme moi. Merci, mon chéri, souris-je avec reconnaissance. Je suis si contente de pouvoir compter sur vous deux.
En montant dans ma chambre, je les entendis parler à voix basse dans le salon, discutant de la meilleure façon de m'aider à gérer mon patrimoine. Leurs voix semblaient excitées, comme des enfants discutant de leurs cadeaux de Noël. Je souris en fermant la porte de ma chambre derrière moi. Le plan fonctionnait à la perfection. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment pour passer à l'étape suivante, leur montrer le faux acte de donation et regarder leur vrai visage se révéler. Il n'a pas fallu longtemps à Amaury et Odette pour passer à l'action. Une semaine après leur emménagement, Amaury a apporté des papiers et les a posés devant moi sur la table de la cuisine pendant le petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» J'ai pris les papiers et j'ai fait semblant d'essayer de déchiffrer les petits caractères sans mes lunettes. « Ce sont les documents dont nous avons parlé, maman, sourit-il. Une procuration pour la gestion financière et une autre pour les décisions médicales. J'ai consulté un avocat, et il a préparé tout ce dont nous avons besoin. » J'ai parcouru les papiers lentement, feignant de n'avoir aucune idée de ce dont il s'agissait. En réalité, j'ai scruté chaque clause attentivement. Comme je le soupçonnais, ce n'était pas une simple procuration. Essentiellement, ces documents donnaient à Amaury un contrôle total sur tous mes biens. Cela semble très complet, ai-je dit en levant les yeux vers mon fils. C'est fait pour, mère, expliqua-t-il patiemment. Pour que je puisse t'aider dans tous les domaines, compte en banque, paiement des factures, problèmes médicaux, pour que tu n'aies à te soucier de rien. Et pour la maison aussi, ai-je souligné en montrant la clause immobilière. Oui, et la maison, a confirmé Amaury. Si elle a besoin de réparation ou autre, je pourrai m'en occuper sans formalité. J'ai remarqué qu'Odette, assise à côté de lui, se crispait. Elle craignait visiblement que je me méfie et que je refuse de signer. Vous savez, Élise, intervint-elle d'une voix douce, c'est une pratique très courante. Beaucoup de personnes de votre âge délèguent ce genre de pouvoir à leurs enfants. Cela facilite simplement la vie de tout le monde. Vous avez probablement raison, soupirai-je, feignant de céder. C'est juste que, c'est ma maison, vous savez. Clément et moi l'avons achetée quand Amaury était bébé. Tant de souvenirs. Maman, personne ne va te la prendre, m'assura Amaury, bien que ses yeux disent le contraire. Ces papiers ne feront que simplifier les choses. Tu en es toujours la propriétaire. Si tu le dis, souris-je avec une gratitude feinte. Donne-moi un stylo, s'il te plaît. Amaury me tendit précipitamment un stylo et je commençai à signer les documents aux endroits indiqués. Je le fis délibérément lentement, comme si chaque mouvement m'était difficile. Voilà, dit Amaury quand j'eus terminé la dernière signature. Maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Oui, je suis tranquille maintenant, souris-je, pensant que le prochain coup serait le mien. Au cours des jours suivants, j'ai observé Amaury et Odette changer progressivement de comportement. Ils n'étaient plus aussi prévenants qu'au début. Ils ont commencé à déplacer des meubles sans ma permission, à jeter des objets qu'ils considéraient comme de vieilles babioles, et à agir en général comme si la maison était déjà la leur. Un soir, je les ai surpris en train de discuter de plans de rénovation dans le salon. « Il faut abattre ce mur », disait Amaury. « On pourrait fusionner le salon et la salle à manger en un seul grand espace. Et la chambre à l'étage pourrait être transformée en bureau pour toi, suggéra Odette, avec vue sur le jardin. Ma chambre. J'entrai dans la pièce, faisant semblant de n'entendre que cette partie de la conversation. Ils sursautèrent de surprise. Non, mère, pas du tout, répondit précipitamment Amaury. Nous parlions de l'autre chambre. Mais nous n'avons que 2 chambres au premier étage, lui rappelai-je. La mienne est la chambre d'amis où vous êtes installés. Nous discutions juste des possibilités théoriques, intervint Odette. Pour l'avenir. Quel avenir, fronçai-je les sourcils, feignant de ne pas comprendre. Vous savez, un jour. Hésita Amaury. De toute façon, ce ne sont que des paroles en l'air, rien de concret. J'ai hoché la tête, faisant semblant de les croire, mais notant intérieurement qu'ils devenaient de plus en plus insolents. Il était temps de passer à la phase suivante de mon plan. Le lendemain, j'ai sorti de sa cachette, connu de moi seul, le faux acte de donation que j'avais préparé. Le document était impressionnant, sceaux officiels, signature, formulation juridique. Pour un non-initié, il semblait tout à fait authentique. Je l'ai mis dans une enveloppe et l'ai laissé bien en vue dans ma chambre, sachant qu'Odette y entrait souvent quand elle pensait que je ne la remarquais pas. Comme je m'y attendais, le soir, l'enveloppe avait disparu. Au dîner, Amaury et Odette étaient inhabituellement silencieux, échangeant des regards entendus.
J'ai fait semblant de ne rien remarquer en leur parlant d'un livre que j'avais lu récemment. Tard dans la nuit, alors que j'étais déjà au lit, on frappa à la porte de ma chambre. « Entrez », dis-je en posant mon livre. Amaury et Odette entrèrent, se tenant la main. Amaury tenait l'enveloppe contenant l'acte de donation dans sa main libre. « Maman, il faut qu'on te parle », commença-t-il d'un ton sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» Je me redressai sur mes oreillers, feignant l'inquiétude. On a trouvé ce document. Il me montra l'enveloppe. C'est un acte de donation pour la maison. Tu l'as signé la semaine dernière. Oh, ça, fis-je un geste de la main. Oui. L'avocat est passé quand vous n'étiez pas là. Je voulais vous faire une surprise, Amaury. Puisqu'Odette et toi vous occupez si bien de moi, j'ai pensé qu'il serait juste de vous transmettre officiellement la maison. En signe de ma reconnaissance. J'ai vu leurs yeux s'illuminer de cupidité et de triomphe. Maman, c'est très généreux de ta part. Amaury essaya de paraître ému, mais je voyais qu'il avait du mal à contenir son excitation. Mais es-tu sûr? C'est une grande décision. Bien sûr que je suis sûre, souris-je. Je vois à quel point vous vous souciez de moi. Et puis, pourquoi aurais-je besoin d'une maison entière? Je ne suis plus assez jeune pour avoir besoin de tout cet espace. Vous êtes jeune, vous avez besoin de votre propre chez vous. Je me sentirai mieux en sachant que la maison reste dans la famille. C'est si touchant, Élise. Odette s'approcha et me serra dans ses bras, mais l'étreinte était formelle et froide. Nous apprécions vraiment votre générosité. Je suis contente que vous soyez satisfait, lui tapotai-je la main. Maintenant, si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'aimerais lire un peu avant de dormir. Bien sûr, mère. Amaury m'embrassa sur la joue. Bonne nuit. Dès que la porte se referma derrière eux, j'entendis leur voix étouffée mais excitée dans le couloir. Ils n'en revenaient manifestement pas de leur chance. Je souris et me replongeai dans mon livre, sachant qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils ne montrent leur vrai visage. Et je ne me trompais pas. Dès le lendemain, leur comportement changea radicalement. Ils ne faisaient plus semblant de se soucier de moi. Au petit déjeuner, Odette annonça qu'ils avaient invité un architecte d'intérieur pour discuter de la rénovation. Un architecte d'intérieur? Fis-je semblant d'être surprise. Pourquoi? La maison a besoin d'être modernisée, Élise, rétorqua Odette. Tout ici est si démodé. Mais j'aime la façon dont elle est agencée, protestai-je. Clément et moi avons choisi chaque détail ensemble. Les temps changent, maman, intervint Amaury. On ne peut pas vivre dans le passé éternellement. La maison a besoin d'un look moderne. Je remarquai qu'il ne me demandait plus mon avis ni ma permission. Il m'informait simplement de ses projets. L'acte de donation lui donnait manifestement confiance. Et quand vient-il, cet architecte? Demandai-je. Cet après-midi, répondit Odette. Et l'agent immobilier passe aussi pour estimer la valeur de la maison. Juste pour information, bien sûr. Pour information, bien sûr. Ils estimaient déjà combien ils pourraient obtenir pour la maison s'ils décidaient de la vendre. Je vois, hochai-je la tête, feignant de ne pas remarquer leurs véritables intentions. Eh bien, j'essaierai de ne pas déranger vos réunions. Oui, ce serait utile. Odette ne tenta même pas de cacher son irritation. Peut-être que vous pourriez rendre visite à votre amie Solange. Passez la journée avec elle. C'est une bonne idée, ai-je convenu. Je ne l'ai pas vue depuis un moment. J'ai appelé Solange et arrangé une visite, non pas pour libérer la maison pour Amaury et Odette, mais pour la mettre au courant des derniers développements et préparer la phase finale de mon plan. Ils ont mordu à l'hameçon, informai-je Solange, assise dans son salon confortable. Maintenant, ils pensent qu'ils sont propriétaires de la maison. Comment se comportent-ils? Demanda Solange en versant le thé. Comme de vrais propriétaires, souris-je. Ils ont déjà fait venir un architecte et un agent immobilier. Ils prévoient de redécorer l'endroit à leur goût. Et toi, dans tout ça? Fronça les sourcils Solange. Ils n'ont pas essayé de te mettre à la porte. Pas encore, haussai-je les épaules. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ils insinuent déjà que je dérange leur projet. Qu'est-ce que tu vas faire quand ils essaieront de te chasser? On verra, souris-je énigmatiquement. L'important, c'est de les amener à révéler leur vraie nature pour qu'il n'y ait plus d'excuses possibles par la suite. Quand je suis rentrée ce soir-là, la maison était pleine d'inconnus.
L'architecte d'intérieur et son assistant prenaient des mesures et photographiaient les pièces, et un homme en costume, apparemment l'agent immobilier, discutait de quelque chose avec Amaury dans le salon. « Ah, maman, tu es de retour. » Amaury sourit avec effort. « Comment s'est passée ta journée ? » « Bien, merci. » Je regardais autour de moi. « Vous avez une réunion, je vois. »« Oui, on discute des changements possibles, » dit-il d'un geste de la main. Monsieur Perrin, l'agent immobilier, dit que si on modernise tout correctement, la valeur de la maison pourrait augmenter de 30%. C'est bien, hochez-je la tête. Et vous prévoyez de vendre la maison? Non, répondit précipitamment Amaury, bien que ses yeux disent le contraire. C'est juste bon de connaître la valeur marchande, au cas où. Bien sûr, fis-je semblant de le croire. Je crois que je vais monter dans ma chambre. Je suis fatigué de ma journée. Oui, oui, va te reposer. Il était manifestement content de se débarrasser de moi. On va encore travailler un peu ici. La semaine suivante, la maison devint un véritable hall de gare. Amaury et Odette invitaient des entrepreneurs pour estimer le coût des réparations, des conseillers immobiliers et des amis pour se vanter de leur acquisition. Ils me prêtaient de moins en moins d'attention, comme si j'étais un fantôme dans ma propre maison. Un matin, je les entendis discuter d'un problème dans la cuisine. « Il faut trouver une solution pour ta mère, » disait Odette. « On ne peut pas commencer les rénovations tant qu'elle vit ici. » Je sais, soupira Amaury. Mais comment lui suggérer gentiment de déménager? Il est peut-être temps de repenser à cette maison de retraite, suggéra Odette. Le Havre Serein ou un nom comme ça. C'est elle qui en a parlé la première. Oui, mais elle voulait vendre la maison pour payer, lui rappela Amaury. Et maintenant, elle est à nous. Je ne pense pas que sa retraite suffira pour une maison de retraite comme ça. Il y a des options moins chères, insista Odette. Ça n'a pas besoin d'être la plus luxueuse. Je m'éloignai doucement de la porte, bouillonnant d'indignation. Ils discutaient de l'endroit où ils pourraient me caser, me parquer, comme si j'étais un objet sans valeur. Et c'était mon propre fils. Ce soir-là, Amaury frappa à la porte de ma chambre. « Maman, je peux te parler ?» demanda-t-il en entrant. « Bien sûr, mon chéri, je posai mon livre. »« À propos de quoi ?» Il s'assit sur le bord du lit, feignant l'inquiétude. « Odette et moi nous inquiétons pour toi, » commença-t-il. « Ta santé, ta mémoire. Peut-être que tu serais mieux dans un endroit où on prendrait soin de toi de manière professionnelle. » Tu veux dire une maison de retraite? Fis-je semblant d'être surprise. Mais je croyais que vous aviez emménagé avec moi pour que je puisse rester à la maison. Les choses ont changé, maman. Il essaya de sourire, mais ce n'était pas convaincant. Nous prévoyons une rénovation majeure, et il sera inconfortable et même dangereux de vivre ici pendant les travaux. De plus, avec tes problèmes de santé. Quels problèmes de santé? Froncai-je les sourcils. Oui, j'ai des vertiges et parfois ma mémoire flanche, mais je vais bien. Ne te voile pas la face, maman, soupira Amaury. On voit bien que c'est difficile pour toi. La maison de retraite prendra bien mieux soin de toi que nous ne le pouvons. Et pour le paiement? Demandai-je. Tu sais que ces endroits sont chers. On a trouvé une option plus simple. Il sortit une brochure de sa poche. Le repos tranquille. Ce n'est pas aussi chic que le Havre Serein, mais c'est un endroit décent, et ta retraite devrait suffire. Je pris la brochure et la feuilletai. D'après les photos, cela ressemblait à la maison de retraite la plus bas de gamme et la plus sinistre que l'on puisse trouver. Je ne sais pas, Amaury, secouai-je la tête. J'espérais rester à la maison, après tout. Après tout, cette maison, c'est... Ce n'est plus la tienne, maman, interrompit-il sèchement, perdant patience. Tu as signé l'acte de donation, tu te souviens? La maison m'appartient maintenant. Mais tu avais promis que je pourrais vivre ici, laissai-je ma voix trembler. Les circonstances ont changé, haussa-t-il les épaules. De plus, tu serais mieux dans un endroit où il y a des soins médicaux constants. Je ne veux pas aller en maison de retraite, dis-je fermement. C'est ma maison, et je reste ici. Amaury soupira et se leva. Réfléchis encore, maman. On t'a déjà trouvé une place. Si tu refuses, on devra chercher d'autres solutions. Après son départ, j'ai appelé Solange. Ils ont commencé, dis-je. Ils essaient de m'expulser dans une maison de retraite bon marché. Quel salaud, s'indigna Solange.
Qu'est-ce que tu vas faire? Refuser, bien sûr, souris-je. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Les jours suivants se transformèrent en guerre psychologique. Amaury et Odette firent tout leur possible pour me rendre la vie insupportable dans la maison. Ils mettaient de la musique forte, invitaient des groupes d'amis bruyants, jetaient, accidentellement, mes affaires et me faisaient clairement comprendre que je n'étais plus la bienvenue ici. Le point culminant fut atteint le samedi soir, 2 semaines après que je leur ai montré le faux acte de donation. J'étais assise dans le salon quand Amaury et Odette entrèrent avec un air déterminé. « Maman, il faut qu'on ait une conversation sérieuse », commença Amaury. « À propos de quoi, mon chéri ?» Je levai les yeux de mon livre. « À propos de ton déménagement. » Il s'assit en face de moi. « On t'a trouvé une place au repos tranquille. Ils sont prêts à t'accueillir dès lundi. » Lundi, fis-je mine d'être choquée. « Mais c'est après-demain. Je n'aurai pas le temps de faire mes valises, de me préparer. »« On a déjà fait tes valises, » intervint Odette. « Juste l'essentiel. Tu pourras récupérer le reste plus tard. »« Mais je vous ai dit que je ne voulais pas déménager, » secouai-je la tête. « Je reste ici. »« C'est hors de question, maman. » Le ton d'Amaury devint dur. « Les ouvriers arrivent mardi. Les rénovations commenceront, que tu le veuilles ou non. »« Mais c'est ma maison, » m'exclamai-je. « J'y vis depuis plus de 30 ans. »« C'était la tienne, » corrigea froidement Amaury. « C'est la mienne maintenant, et je décide qui y vit. »« Amaury, tu ne peux pas me faire ça. » Je laissai les larmes monter à mes yeux. « Je suis ta mère. Et tu ne peux pas t'accrocher au passé éternellement, » éleva-t-il la voix. « La maison est à nous maintenant, et nous avons le droit d'en faire ce que nous voulons. »« Mais où irai-je » sanglotai-je, observant intérieurement leur réaction. « Qu'est-ce qui va m'arriver? » « On t'a dit, au repos tranquille, » dit Odette avec irritation. « Ils prendront soin de toi là-bas. »« Et si je refuse ?» J'essuyai mes larmes et les regardai. Amaury et Odette échangèrent un regard. « Alors on devra prendre des mesures, » dit Amaury d'un ton menaçant. « La maison est à nous maintenant, et on peut appeler la police si tu refuses de partir volontairement. »« Vous n'oseriez pas. » Je me levai, tremblant d'une indignation feinte. « Aussi, on oserait, » s'approcha Odette. « Écoute-moi bien, ma chère. Tu te retrouveras sans le sou. Ta maison est déjà à nous, et on n'a pas besoin d'une vieille bique sénile ici pour contrecarrer nos plans. »« Odette » s'exclama Amaury, mais il n'y avait pas de véritable indignation dans sa voix, plutôt une inquiétude qu'elle soit trop franche. « Quoi ?» lui lança-t-elle. « Arrête de faire des manières avec elle. Elle ne peut rien faire de toute façon. La maison est à nous, point final. » Je me laissai retomber sur ma chaise, vaincue. « Je ne pensais pas que vous étiez capable d'une telle chose, » murmurai-je. « Mon propre fils. »« Ne sois pas si dramatique, mère, » leva les yeux au ciel Amaury. « On t'offre un endroit décent où rester. On aurait pu te mettre à la rue. Donnez-moi juste une semaine, » demandai-je. Pour m'habituer à l'idée, pour dire au revoir à la maison. « Non, » dit Amaury. « Lundi matin, une voiture de la maison de retraite viendra te chercher. Sois prête à 9 heures. » Sur ces mots, ils quittèrent la pièce, me laissant sangloter sur ma chaise. Dès que la porte se referma derrière eux, j'essuyai mes yeux et me permis de sourire. Ils avaient complètement abattu leurs cartes, montrant leur vrai visage. J'avais maintenant tout ce dont j'avais besoin pour la prochaine phase de mon plan. Le lendemain, je fus calme et abattu, feignant d'accepter mon sort. Je fis mes valises lentement, m'arrêtant de temps en temps pour pleurer sur un souvenir. Amaury et Odette me regardaient avec une impatience mal dissimulée, voulant clairement se débarrasser de ma présence au plus vite. « N'oublie pas tes médicaments, maman », me rappela Amaury, feignant la sollicitude. « Et des vêtements chauds. Il peut faire froid le soir. »« Oui, mon chéri », hochai-je la tête, continuant à ranger méthodiquement mes affaires dans ma valise. J'ai appelé Solange ce soir-là, après qu'il soit sorti dîner avec des amis. Ils me mettent dehors demain matin, l'informai-je. « Mon Dieu, Élise !» s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Ce que j'ai prévu depuis le début, » répondis-je. « Je peux rester chez toi un moment. »« Bien sûr, je te prépare la chambre d'amis. Mais ensuite ?»« Ensuite, ils auront ce qu'ils méritent, » souris-je, pensant à la prochaine étape de mon plan. « Crois-moi, ça va être intéressant. » Lundi matin, j'étais prête à partir.
Ma valise était près de la porte, et j'étais assise sur une chaise dans le salon, vêtue de ma plus belle robe, comme pour un enterrement. Amaury et Odette s'affairaient, vérifiant si j'avais tout, si je n'avais rien oublié d'important. Leur fausse sollicitude était presque comique. La voiture devrait arriver d'une minute à l'autre, dit Amaury en regardant sa montre. Tu es prête, maman? Aussi prête qu'on peut l'être quand on se fait chasser de sa propre maison, répondis-je doucement. Maman, ne recommence pas, leva-t-il les yeux au ciel. On en a déjà parlé. À ce moment, la sonnette retentit. Ce doit être le chauffeur de la maison de retraite, s'empressa d'ouvrir Odette. Je me levai lentement de ma chaise, jetant un dernier regard au salon où j'avais passé tant d'années heureuses avec Clément. Je savais que j'y reviendrais, mais Amaury et Odette ne s'en doutaient pas. Il est temps d'y aller, maman. Amaury prit ma valise. Oui, il est temps. Hochai-je la tête en me dirigeant vers la sortie. Sur le seuil, je me retournai et les regardai. Vous pensez avoir gagné, dis-je. Que vous avez dupé une vieille femme stupide et lui avez pris sa maison. Mais rappelez-vous, tout se paie dans cette vie, et la facture peut arriver quand on s'y attend le moins. De quoi parles-tu? Fronça les sourcils Amaury. De rien, mon chéri, souris-je. Je réfléchissais juste à voix haute. Sur ces mots, je quittai la maison, montai dans la voiture et partis, laissant Amaury et Odette savourer leur supposée victoire. La voiture s'arrêta devant la maison de Solange, une petite mais charmante demeure avec un jardin soigné où mon ami cultivait des dahlias et des chrysanthèmes. Solange m'attendait sur le porche, ses cheveux gris coiffés en un chignon serré, et ses lunettes à monture fine lui donnaient l'air de la professeure stricte qu'elle avait été toute sa vie. Élise. Elle me serra fort dans ses bras dès que je sortis de la voiture. Comment vas-tu? Mieux que ce qu'on pourrait attendre d'une femme qui vient de se faire expulser de sa propre maison, souris-je malgré la gravité de la situation. Ta chambre est prête. Solange prit ma valise. J'ai préparé le déjeuner et ton thé préféré. Entre et raconte-moi tout en détail. Nous nous sommes installés dans sa cuisine lumineuse, qui sentait les pâtisseries fraîches et les herbes aromatiques. Solange avait toujours été une excellente maîtresse de maison, même si elle vivait seule. Alors, dit-elle en me versant du thé. Raconte-moi comment ça s'est passé. J'ai décrit en détail les derniers jours dans ma maison, comment Amaury et Odette étaient devenus de plus en plus insolents et sur deux, comment ils prévoyaient de remodeler la maison, et comment finalement ils m'avaient littéralement poussé dehors. Tu te retrouveras sans le sou. Ta maison est déjà à nous, répétai-je les mots d'Odette. Tu peux le croire? Venant de la femme qui, il y a 2 semaines, jouait la belle-fille attentionnée. Incroyable, secoua la tête Solange. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que j'ai prévu depuis le début, sirotai-je mon thé. Les poursuivre en justice pour escroquerie et tentative de détournement de biens. Mais tu leur as montré l'acte de donation, dit Solange. Ça ne va pas compliquer les choses. Pas si je n'y l'avoir jamais signé, lui fis-je un clin d'œil. Je vais prétendre que je n'ai aucune idée d'où vient ce papier. Qu'ils ont dû le fabriquer eux-mêmes. Et ils te croiront. Solange semblait sceptique. Pourquoi pas? Haussai-je les épaules. J'ai une réputation impeccable. J'ai passé ma vie en tant qu'experte en assurance à détecter les fraudes. Et eux, eh bien, leurs actions parlent d'elles-mêmes. Ils ont mis leur propre mère à la porte de sa maison. Quel juge croirait que je leur ai volontairement donné la maison s'ils m'ont traité de cette façon? C'est logique, admit Solange. Mais tu auras besoin d'un bon avocat. J'en ai déjà un en tête, souris-je. Tu te souviens de Laurent Blanchard? On travaillait ensemble à la compagnie d'assurance. Maintenant, il enseigne à la faculté de droit et à son propre cabinet. Le lendemain matin, j'ai appelé Laurent. Sa voix sonnait aussi joyeuse qu'il y a 30 ans. Élise, quelle agréable surprise. À quoi dois-je ce plaisir? J'ai un problème, Laurent. J'allais droit au but. Un problème juridique. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Son ton devint instantanément sérieux. J'ai résumé la situation sans entrer dans les détails sur le fait que j'avais moi-même montré l'acte de donation falsifié à Amaury et Odette. Ils prétendent que j'ai signé l'acte de donation de la maison, mais je n'ai rien fait de tel, conclus-je. Et maintenant, ils m'ont mise à la porte et veulent vendre ma maison. C'est grave. Laurent resta silencieux un instant. Peux-tu venir à mon bureau aujourd'hui? Nous devons examiner les détails et voir les titres de propriété originaux de la maison. Bien sûr, acceptai-je.
14 heures, ça te va? Parfait. Je le note dans mon agenda. Solange insista pour m'accompagner au rendez-vous avec Laurent. Son bureau se trouvait dans le centre d'affaires de Vildorme, un bâtiment moderne de verre et de béton. La réceptionniste nous conduisit dans un bureau spacieux où Laurent nous attendait déjà. Les années l'avaient épargné. Malgré les tempes grisonnantes, il avait conservé une silhouette svelte et un regard vif dans ses yeux intelligents. Quand il me vit, il sourit largement et se leva pour venir à ma rencontre. « Élise » me serra-t-il la main. « Tu n'as pas changé du tout. »« Laurent, ce n'est pas vrai et tu le sais, » souris-je en retour. « Laisse-moi te présenter une vieille amie, Solange Lambert. » Enchanté, Laurent serra la main de Solange. « Asseyez-vous, je vous en prie. »« Alors, Élise, raconte-moi tout en détail. » Je lui racontai toute l'histoire, de l'intérêt suspect d'Amaury et Odette pour ma maison à leur menace d'appeler la police si je ne quittais pas ma propre demeure. « Ils prétendent avoir un acte de donation signé de ma main, » dis-je. « Mais je n'ai jamais rien signé de tel. Je ne l'ai même jamais vu. Je ne sais pas d'où ils le sortent. » Laurent écouta attentivement, prenant parfois des notes dans son carnet. « As-tu les titres de propriété originaux de la maison ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Oui, je sortis un dossier de mon sac. Je les garde toujours en lieu sûr. » Amaury et Odette ne savaient pas où ils se trouvaient. Laurent parcourut les documents en hochant la tête. « Tout est en ordre. La maison est officiellement à toi. Pas de charges ni de restrictions. Maintenant, à propos de ce supposé acte de donation. Tu dis ne l'avoir jamais vu ? » « Jamais, » répondis-je fermement en le regardant droit dans les yeux. « Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce document ni d'où il vient. » Laurent tapota pensivement son stylo sur la table. « Dans ce cas, nous avons affaire à une fraude grave. S'ils ont présenté un document falsifié et t'ont effectivement expulsé de ta propre maison sur cette base, c'est un délit pénal. »« Que devons-nous faire ?» demandai-je. « Premièrement, déposer une plainte pour expulsion illégale et escroquerie, » commença à énumérer Laurent. « Deuxièmement, exiger ta réintégration immédiate dans ton domicile pendant la durée de la procédure. Troisièmement, demander une expertise de ce prétendu acte de donation. »« Et s'il refuse de montrer le document ?» demanda Solange. « Alors cela jouera automatiquement en notre faveur, » répondit Laurent. « S'ils prétendent avoir droit à la maison sur la base d'un document, ils sont obligés de le produire au tribunal. »« Et quelles sont nos chances de succès ?» demandai-je. « Honnêtement, » me regarda Laurent, « très bonne. Tu as les titres de propriété originaux, une réputation impeccable, et tu peux produire des témoins qui confirmeront que ton fils et ta belle-fille t'ont effectivement mise à la porte de ta propre maison. De plus, si le document est effectivement un faux, une expertise graphologique l'établira facilement. »« Alors, commençons, » dis-je fermement. « Le plus tôt sera le mieux. J'aurai tous les documents nécessaires prêts d'ici demain. » Laurent prit quelques notes supplémentaires. « Demain, nous déposerons la plainte, et je pense que d'ici la fin de la semaine, ton fils et ta belle-fille recevront une convocation. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation des documents et à la collecte de témoignages. Solange accepta de témoigner, confirmant que je n'avais jamais parlé de mon intention de donner la maison à mon fils et que j'avais été expulsée contre ma volonté. Laurent trouva également 2 autres témoins, des voisins qui avaient vu Amaury et Odette me pousser littéralement hors de la maison avec ma valise. Le vendredi, Laurent appela pour dire que la plainte était officiellement déposée et acceptée. « C'est la juge Chevalier qui s'occupera de l'affaire, » dit-il. « C'est une bonne chose. Elle est réputée pour son impartialité et sa sévérité envers les escrocs. »« Quand Amaury et Odette seront-ils informés ?» demandai-je. « C'est déjà parti, » répondit Laurent. « Ils devraient le recevoir lundi ou mardi. La première audience est prévue pour vendredi prochain. » Sitôt, fus-je agréablement surprise. J'ai souligné l'urgence de l'affaire étant donné que tu as été expulsé illégalement de ton propre domicile, expliqua Laurent. La juge Chevalier a convenu que cela nécessitait un examen immédiat. Merci, Laurent, dis-je sincèrement. Tu es un véritable ami. De rien, Élise, sa voix s'adoucit. Je suis toujours de ton côté. Le week-end se passa dans un calme relatif. Solange et moi nous occupions de son jardin, cuisinions ensemble, regardions de vieux films, toutes ces choses que des amis de longue date font quand elles passent du temps ensemble. Mais le lundi matin, un appel de Laurent arriva. « Élise, j'ai des nouvelles.
Sa voix semblait excitée. Amaury et Odette ont reçu la notification de la plainte et ils semblent être en panique. Comment le sais-tu? Demandai-je. Ils ont appelé le tribunal pour exiger des explications, répondit Laurent. Et ensuite, leur avocat m'a contacté pour essayer de connaître les détails de la plainte. Ils ont déjà un avocat, fus-je surprise d'une réaction si rapide. Oui, un certain Grégoire Perrin, renifla Laurent. Il est connu pour accepter des affaires douteuses si le client paie bien, mais même lui ne semble pas trop sûr de leur position. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il était trop insistant pour connaître nos preuves, expliqua Laurent. Habituellement, les avocats ne sont pas si directs s'ils sont sûrs de leur position. De plus, il a déjà laissé entendre la possibilité d'un arrangement à l'amiable. Ils veulent un arrangement, souris-je. Sitôt. On dirait bien, confirma Laurent. Mais j'ai dit que nous poussions pour un procès. Nous voulons un aveu complet de culpabilité et tous les dommages et intérêts. C'est bien, dis-je fermement. Pas de compromis. Après avoir parlé à Laurent, j'ai raconté la nouvelle à Solange. Ils paniquent déjà, je ne pouvais cacher ma satisfaction. Ils n'ont aucune idée de comment se défendre. Pas étonnant, hocha la tête Solange. Si ce document est un faux, ils sont finis. Surtout vu la façon dont ils t'ont traité. Je donnerais cher pour voir leur tête quand ils ont reçu la convocation, souris-je en imaginant la scène. Jeudi soir, je reçus un appel inattendu. Le numéro était inconnu, mais je décidai de répondre. Allô? Maman? La voix d'Amaury semblait tendue. C'est moi, Amaury. J'essayai de rendre ma voix froide et détachée. À quoi te dois-je cet appel? Maman, écoute, dit-il rapidement, comme s'il avait peur que je raccroche. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Odette et moi, nous avons fait une erreur. Une grosse erreur. Une erreur. Je me permis un petit rire sec. Tu appelles ça une erreur de m'avoir mise à la porte de ma propre maison? D'avoir menacé d'appeler la police si je ne partais pas? De m'avoir nargué en me disant que je me retrouverais sans le sou? Oui, nous. Bégaya Amaury. Maman, je sais que ce que nous avons fait est horrible, mais s'il te plaît, réglons ça entre nous. Pas de tribunaux, pas de scandale. On te rendra ta maison. Toutes tes affaires. Tout redeviendra comme avant. Comme avant. Ironisais-je. Tu penses que quoi que ce soit peut redevenir comme avant après ce que vous avez fait? Maman, s'il te plaît. Sa voix était désespérée. Si ça va au procès, on pourrait être accusé d'escroquerie. C'est un crime. J'aurai un casier judiciaire. Je perdrai mon travail. Odette souffrirait aussi. Pense aux conséquences. Avez-vous pensé aux conséquences quand vous m'avez mise à la porte de la maison? Demandai-je. Quand vous prévoyez de m'envoyer dans une maison de retraite bon marché pour que je ne vous dérange pas en profitant de mes biens? C'était une erreur. Une terrible erreur. Amaury semblait prêt à pleurer. On a cédé à la cupidité, à la tentation. Mais on est désolé. Vraiment. S'il te plaît, maman, retire la plainte. On arrangera tout. Je fis une pause, feignant de considérer sa proposition. Je vais parler à mon avocat, dis-je finalement. Mais je ne peux rien promettre. Ce que vous avez fait est impardonnable. Merci, maman. Le soulagement dans sa voix était presque palpable. Merci d'au moins envisager cette possibilité. Après avoir parlé à Amaury, j'ai immédiatement appelé Laurent et lui ai raconté l'appel. Ils sont effectivement en panique, confirma-t-il. Leur avocat m'a appelé aujourd'hui aussi, proposant d'augmenter l'indemnisation si nous acceptions un arrangement à l'amiable. Le lendemain, Laurent appela de nouveau, cette fois sa voix semblant encore plus excitée. « Élise, tu ne le croiras pas, s'exclama-t-il. L'avocat d'Amaury et Odette vient de me contacter. Ils sont prêts à admettre que l'acte était un faux et à te rendre ta maison. Ils demandent seulement de la clémence sur les exigences financières. » Quoi? J'étais sincèrement surprise. Ils ont abandonné si vite. J'imagine. Laurent était clairement satisfait. Je pense que lorsqu'ils ont vu la gravité des accusations portées contre eux et ont réalisé que l'expertise révélerait facilement la contrefaçon, ils ont décidé de ne pas aggraver leur situation. Et que leur as-tu dit? Que nous examinerions leur offre, mais que nous insistons sur une compensation complète pour le préjudice moral et tous les frais liés à cette situation, répondit Laurent. Et bien sûr, ton retour immédiat à la maison.
Parfait. Fus-je satisfaite de cette tournure des événements. Quand puis-je rentrer chez moi? Si nous nous mettons d'accord, ce sera aujourd'hui même, dit Laurent. Ils ont déjà vidé la maison et ont laissé les clés à ma secrétaire. Si vite, fus-je surprise. Ils sont en panique, Élise, sourit Laurent. Ils ont peur des poursuites. Leur avocat a dit qu'il ferait n'importe quoi pour éviter un procès. Après la conversation, j'ai annoncé la nouvelle à Solange. Ils se sont rendus sur tous les fronts. Je ne pouvais cacher mon triomphe. Ils ont signé des aveux, accepté une indemnisation, vidé la maison. Tu as gagné, Élise. Solange me serra dans ses bras. J'ai toujours su que tu ne te laisserais pas faire. Je voulais juste que justice soit faite, haussai-je les épaules. Et maintenant, c'est le cas. Une semaine plus tard, Amaury et Odette reçurent une lettre officielle du tribunal les informant que la plainte avait été acceptée et qu'une audience préliminaire avait été fixée. Laurent me dit qu'ils étaient littéralement sans voix en voyant la liste des chefs d'accusation. Escroquerie, expulsion illégale, préjudice moral. La lettre précisait également que si l'escroquerie était prouvée, l'affaire pourrait être renvoyée au tribunal correctionnel. Ce fut la goutte d'eau. Ils contactèrent immédiatement leur avocat qui appela Laurent le jour même avec une offre de règlement à l'amiable. Ils étaient prêts à admettre toutes les accusations, à me rendre ma maison et à payer une compensation juste pour éviter un procès. Laurent m'apporta la lettre, et nous la lûmes ensemble. Voir les lignes paniquées, rédigées en langage juridique mais clairement motivées par le désespoir, me procura un sentiment de satisfaction. Ils étaient tombés dans mon piège. Maintenant, ils savaient ce qu'était la peur de perdre tout ce qui vous est cher, tout comme ils me l'avaient fait ressentir. Le jour du jugement arriva plus tôt que je ne l'avais prévu. Malgré les tentatives désespérées d'Amaury et Odette pour un règlement à l'amiable, j'étais inflexible. Je voulais que la vérité soit révélée publiquement, que tout le monde sache ce qu'ils avaient fait, et qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritaient. Le matin du procès était clair et frais. J'avais soigneusement choisi ma tenue, une robe bleu marine austère qui me donnait un air solide et respectable. Solange m'aida à me coiffer, et Laurent devait passer nous prendre à 9 heures. Nerveuse? Demanda Solange en ajustant la dernière mèche. Un peu, admis-je. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit poursuivre son propre fils en justice. Tu fais ce qu'il faut, Élise, Solange me serra l'épaule. Ils doivent répondre de leurs actes. J'ai hoché la tête, regardant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait semblait déterminée et confiante malgré son âge et ses cheveux gris. Clément serait fier de moi, pensai-je. Il avait toujours apprécié ma force de caractère et mon intégrité. Laurent arriva à l'heure pile. Il était impeccable dans son costume sombre et avec sa mallette en cuir. « Prête pour la bataille ?» demanda-t-il avec un sourire rassurant. Plus que prête, hochai-je la tête avec détermination. Sur le chemin du palais de justice, Laurent réitéra notre stratégie. Souviens-toi, Élise, tu dois être ferme et confiante. Pas de doute ni d'hésitation. Tu n'as jamais signé d'acte de donation pour la maison, et tu n'as aucune idée d'où il vient. Je m'en souviens, Laurent, je lui tapotai le bras. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Le palais de justice de Villedorme, un imposant bâtiment de briques rouges avec des colonnes et un large escalier, se dressait au centre de la ville. En montant les marches, je remarquai Amaury et Odette debout à l'entrée avec un homme qui était apparemment leur avocat. Ils avaient l'air pâle et tendu. Quand Amaury me vit, il fit un mouvement vers moi, mais Laurent se plaça discrètement entre nous, lui barrant le chemin. Toute négociation passera uniquement par les avocats, dit-il fermement. L'avocat d'Amaury, un grand homme aux traits acérés, hocha la tête et emmena ses clients. La salle d'audience n'était pas comme celle des films, plus petite et plus sobre, mais tout de même impressionnante par sa formalité. Nous prîmes place à la table du demandeur, et Amaury, Odette et leur avocat à celle du défendeur. J'essayai de ne pas regarder dans leur direction, bien que je sentisse les yeux d'Amaury posés sur moi. Quand la juge Chevalier entra dans la salle, tout le monde se leva. C'était une femme d'âge mûr, aux yeux perspicaces et aux manières réservées. Sa réputation de juge juste et impartial était bien connue à Villedorme. « Asseyez-vous » dit-elle en prenant place. « Nous examinons l'affaire numéro 824, Dubois contre Dubois et Dubois, une plainte pour escroquerie et expulsion illégale. Les parties sont-elles prêtes pour l'audience ? » « Oui, votre honneur, » répondit Laurent en se levant. « Oui, votre honneur, » fit écho le conseil d'Amaury. « Bien.
La juge Chevalier ouvrit un dossier. Maître Blanchard, en tant que représentant du demandeur, vous pouvez commencer. Laurent se leva et se dirigea vers le centre de la salle. Votre honneur, nous représentons Élise Dubois, une femme de 70 ans qui a été expulsée illégalement de sa propre maison par son fils, Amaury Dubois, et sa femme, Odette Dubois. Les défendeurs prétendent avoir agi sur la base d'un acte de donation prétendument signé par Madame Dubois. Cependant, Madame Dubois n'a jamais signé un tel document et n'a aucune connaissance de son origine. Nous pensons que ce document est un faux créé par les défendeurs dans le but de s'approprier un bien. Laurent continua, décrivant comment Amaury et Odette avaient progressivement pris le contrôle de ma vie, comment ils m'avaient manipulé en utilisant mon âge, et comment ils m'avaient finalement physiquement mise à la porte de ma propre maison, me narguant et menaçant d'appeler la police. Après son intervention, la juge se tourna vers l'avocat d'Amaury. Maître Perrin, c'est à votre tour. Grégoire Perrin se leva, l'air moins confiant que Laurent. Votre honneur, mes clients ont agi uniquement par souci pour leur mère et belle-mère, dont la santé et la mémoire s'étaient récemment détériorées. Ils ont emménagé pour prendre soin d'elles, et Madame Dubois, en signe de gratitude, leur a volontairement donné la maison. Nous avons un acte de donation signé par elle devant notaire. Pourriez-vous mettre ce document à la disposition de la cour ? Demanda la juge Chevalier. Perrin tendit le document à l'huissier, qui à son tour le remit à la juge. La juge examina le papier, puis me regarda. Madame Dubois, reconnaissez-vous ce document ? Je regardai le papier que l'huissier me tendit. C'était le même faux acte de donation que j'avais créé moi-même et montré à Amaury et Odette. Mais maintenant, je devais nier l'avoir jamais vu auparavant. Non, votre honneur, répondis-je fermement. Je n'ai jamais vu ce document auparavant, et je ne l'ai certainement pas signé. Mais votre signature y figure, observa la juge. Ce n'est pas ma signature, votre honneur, secouai-je la tête. Elle est similaire, mais c'est un faux. Maître Perrin, la juge se tourna vers l'avocat d'Amaury. Vos clients affirment-ils que Madame Dubois a signé ce document volontairement ? Oui, votre honneur, hocha la tête Perrin. De plus, elle leur a elle-même montré ce document, en disant qu'elle l'avait signé en signe de gratitude pour leurs soins. C'est un mensonge. Je ne pus me retenir. Je n'ai jamais signé ce document ni ne le leur ai montré. Madame Dubois, s'il vous plaît, la juge Chevalier leva la main. Vous aurez l'occasion de parler. Maître Blanchard, avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, votre honneur, se leva Laurent. Nous demandons qu'une expertise graphologique soit effectuée sur la signature de ce document pour déterminer si elle appartient à Madame Dubois. De plus, nous avons des témoins prêts à témoigner que les défendeurs se sont vantés publiquement de la façon dont ils ont trompé Madame Dubois et lui ont pris sa maison. La juge Chevalier hocha la tête. Très bien, j'ordonne une expertise de la signature. Maintenant, écoutons les témoins. Maître Blanchard, appelez votre premier témoin. J'appelle Solange Lambert, annonça Laurent. Solange se leva et s'approcha de la barre des témoins. Après avoir prêté serment, elle commença son témoignage. Je connais Élise depuis plus de 50 ans. Nous étions à l'université ensemble, commença-t-elle. Élise ne m'a jamais dit qu'elle avait l'intention de céder sa maison à son fils. Au contraire, elle avait exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant au fait qu'Amaury et Odette s'intéressaient de trop près à ses biens. Quand avez-vous eu un contact avec Madame Dubois pour la dernière fois avant son expulsion ? Demanda Laurent. La veille où ils l'ont mise à la porte, répondit Solange. Elle m'a appelé, très contrariée. Elle a dit qu'Amaury et Odette exigeaient qu'elle déménage en maison de retraite parce qu'ils voulaient commencer des rénovations dans la maison. Quand elle a refusé, ils ont menacé d'appeler la police. Et que s'est-il passé ensuite ? Le lendemain, Élise est venue chez moi avec une seule valise, en larmes. Elle a dit qu'il l'avait littéralement poussée dehors, la narguant. Et lui disant que la maison était maintenant à eux et qu'elle se retrouverait sans le sou. Le contre-interrogatoire de Solange par Perrin fut bref et inefficace. Il tenta d'insinuer que j'avais peut-être oublié d'avoir signé l'acte à cause de problèmes de mémoire, mais Solange resta ferme, affirmant que j'avais toujours eu l'esprit clair et une excellente mémoire. Le témoin suivant était notre voisin, Monsieur Martin, qui habitait en face de chez moi. Je les ai vus pousser Madame Dubois hors de la porte, dit-il. Elle pleurait et le jeune Dubois traînait sa valise en disant quelque chose comme « Arrête d'être si dramatique, maman. La maison est à nous maintenant. Point final. »
Avez-vous déjà entendu les défendeurs parler d'obtenir la maison de Madame Dubois? Demanda Laurent. Oui, hocha la tête Monsieur Martin. Quelques jours après le départ de Madame Dubois, je les ai vus montrer la maison à des gens. La jeune Madame Dubois disait: on a arrangé ça si habilement, la vieille n'a même pas réalisé ce qu'elle avait signé. Des chuchotements parcoururent la salle d'audience, et la juge Chevalier frappa de son marteau pour appeler au silence. Perrin tenta de discréditer le témoignage de Monsieur Martin en insinuant qu'il avait une mauvaise ouïe et qu'il avait peut-être mal compris les paroles d'Odette, mais Monsieur Martin resta ferme. Puis ce fut mon tour de témoigner. Je me levai et me dirigeai vers la barre des témoins, sentant les regards de tous les présents, en particulier ceux d'Amaury et d'Odette. Après que le serment fut administré, Laurent commença à me poser des questions. Madame Dubois, dites à la cour depuis combien de temps vous êtes propriétaire de la maison dont vous avez été expulsée. 32 ans, répondis-je. Mon mari et moi l'avons achetée quand Amaury n'avait que 8 ans. C'était notre première et unique maison. Et avez-vous déjà exprimé le souhait de la transmettre à votre fils? Jamais, répondis-je fermement. Je prévois d'y vivre jusqu'à la fin de mes jours et ensuite, peut-être, de la léguer à Amaury, mais je n'ai jamais eu l'intention de la lui transmettre de mon vivant. Racontez à la cour comment votre fils et sa femme se sont intéressés à votre maison. J'ai décrit en détail comment Amaury et Odette avaient commencé à me rendre visite plus fréquemment après la hausse des prix de l'immobilier dans notre quartier, comment ils avaient progressivement pris le contrôle de ma vie, me convainquant que je devenais oublieuse et que j'avais besoin d'aide. Et comment ils avaient finalement emménagé avec moi sous prétexte de prendre soin de moi. Et quand vous ont-ils montré ce supposé acte de donation? Ils ne m'ont jamais montré d'acte de donation, secouai-je la tête. La première fois que j'ai vu ce document, c'était aujourd'hui au tribunal. Je n'ai aucune idée d'où il vient ni qui l'a signé, mais ce n'était certainement pas moi. Mais votre fils et sa femme prétendent que vous leur avez montré le document et que vous avez dit l'avoir signé en signe de votre gratitude pour leurs soins. C'est un mensonge. Je regardais directement Amaury et Odette. Je ne leur ai jamais montré d'acte de donation. Je n'abandonnerai jamais ma maison, surtout vu la façon dont ils m'ont traité. Puis ce fut au tour de Perrin de contre-interroger. Madame Dubois, commença-t-il. Votre fils et sa femme affirment que vous êtes devenue plus oublieuse ces derniers mois. Peut-être ne vous souvenez-vous tout simplement pas d'avoir signé ce document? Je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé, maître Perrin, répondis-je avec dignité. Je n'ai pas de problème de mémoire. Et je me souviens absolument que je n'ai jamais signé l'acte de donation de ma maison. Et comment expliquez-vous le fait que le document porte une signature très similaire à la vôtre? Mon explication est que quelqu'un a falsifié ma signature. Je regardais directement Amaury. Et j'ai une petite idée de qui aurait pu le faire. Perrin continua d'insister, mais je restais inébranlable. Je connaissais la vérité, même si cette vérité était un peu différente de la façon dont je la présentais au tribunal, et je n'allais pas reculer. Après mon témoignage, la juge Chevalier suspendit l'audience jusqu'au lendemain, où Amaury et Odette devaient témoigner et où les résultats de l'expertise de la signature étaient attendus. Le lendemain, la salle d'audience était encore plus bondée. Apparemment, la nouvelle du conflit familial inhabituel s'était répandue dans tout Villedorme. Je remarquai quelques visages familiers dans la foule, des voisins, d'anciens collègues, des amis du club de lecture. La juge Chevalier commença l'audience en annonçant les résultats de l'expertise graphologique. Selon le rapport de l'expert, dit-elle en examinant le document, la signature sur l'acte de donation ne correspond pas aux échantillons de signature de Madame Dubois fournis à la cour. L'expert déclare avec une probabilité de 98% que la signature est un faux. Des chuchotements parcoururent à nouveau la salle. Je vis Amaury et Odette pâlir. Leur avocat se pencha vers eux et leur chuchota quelque chose rapidement. À la lumière de ces conclusions, continua la juge, je demande au défendeur, insistez-vous toujours sur le fait que Madame Dubois a signé ce document volontairement? Perrin se leva, l'air incertain. Votre honneur, mes clients aimeraient faire une déclaration. Je vous en prie, hocha la tête la juge. Amaury se leva, pâle et visiblement nerveux. Votre honneur, commença-t-il d'une voix tremblante. Nous admettons que le document n'a pas été signé par ma mère. Je l'ai créé quand ma mère nous a montré un brouillon de la procuration qu'elle prévoyait de signer. J'ai copié sa signature et j'ai créé l'acte de donation. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde.
Maman devenait de plus en plus oublieuse et nous avions peur qu'elle ne prenne de mauvaises décisions concernant son patrimoine. Donc, vous admettez avoir commis un faux, clarifia la juge, et sa voix devint sensiblement plus froide. Oui, votre honneur, baissa la tête Amaury. Je l'admets. Et vous admettez que sur la base de ce document falsifié, vous avez effectivement expulsé votre mère de sa propre maison. Oui, votre honneur. Sa voix était à peine audible. Monsieur Dubois, comprenez-vous que ces actes relèvent du délit d'escroquerie, qui est un crime? La juge Chevalier le regarda sévèrement. Oui, votre honneur. Amaury sembla se recroqueviller sous son regard. Mais nous nous soucions vraiment de maman. Nous avons été tentés. La maison vaut tellement, et nous pensions. Monsieur Dubois, l'interrompit la juge. Si vous vous souciez vraiment de votre mère, vous ne l'auriez pas mise à la porte de sa propre maison, en menaçant d'appeler la police. Vous ne l'auriez pas narguée en lui disant qu'elle se retrouverait sans le sou. Ce n'est pas de la sollicitude. C'est un abus de confiance et l'exploitation d'une personne âgée. Amaury baissa encore plus la tête. Odette était assise à côté de lui, le visage de pierre, ne regardant personne. Après une brève délibération, la juge Chevalier rendit son verdict. Dans l'affaire Dubois contre Dubois et Dubois, le tribunal statue comme suit, commença-t-elle. Élise Dubois est la propriétaire légale de la maison située au 28 rue du Chêne, à Ville-d'Orme. L'acte de donation présenté par les défendeurs est déclaré nul et non avenu en tant que document falsifié. Les défendeurs, Amaury Dubois et Odette Dubois, sont tenus de restituer immédiatement toutes les clés de la maison s'ils ne l'ont pas déjà fait et de retirer tous leurs effets personnels de la maison dans les 48 heures. Elle fit une pause, puis continua. De plus, les défendeurs sont condamnés à verser aux demandeurs 50 000 € de dommages et intérêts et à rembourser tous les frais de justice et honoraires d'avocat. Compte tenu de l'aveu de M. Dubois concernant la falsification de documents, je transmets également le dossier au bureau du procureur pour examen en vue d'engager une procédure pénale pour escroquerie. L'audience est levée. La juge frappa son marteau et la salle éclata en murmures. J'étais assise là, stupéfaite et satisfaite à la fois. J'avais gagné. Justice avait été rendue. Laurent se pencha vers moi et dit doucement. Félicitations, Élise. Tu as été formidable. Merci, Laurent, je lui serrai la main. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Alors que nous quittions la salle d'audience, Amaury tenta de s'approcher de moi. Maman, s'il te plaît, commença-t-il. On peut parler? Je sais que ce que nous avons fait est horrible, mais peut-être qu'on pourrait. Non, Amaury. Je l'arrêtai d'un geste de la main. Il n'y a plus rien à discuter entre nous. Tu m'as trahi, ta propre mère. Tu as essayé de me prendre ma maison. Tu m'as menacé. Tu t'es moqué de moi. Certaines choses ne peuvent être ni pardonnées ni oubliées. Mais maman, je ne suis plus ta mère. Ma voix était calme mais ferme. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Je ne veux plus jamais te voir, ni toi ni Odette. Ne m'appelle pas. Ne viens pas. Vous n'existez plus pour moi. Sur ces mots, je me suis retournée et je suis partie sans regarder en arrière. Laurent et Solange me suivirent, soutenant silencieusement ma décision. Le jour même, je suis retournée dans ma maison. Elle était à peu près la même que lorsque je l'avais quittée, bien qu'il soit visible qu'Amaury et Odette avaient déjà commencé quelques améliorations, enlevant mes rideaux préférés, réarrangeant les meubles. Mais c'étaient de petites choses qui pouvaient facilement être réparées. Solange m'aida à tout remettre en place, et Laurent s'occupa de changer les serrures, au cas où. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Solange alors que nous étions finis et assises sur la véranda avec des tasses de thé. « Vivre », répondis-je simplement. « M'occuper de mes orchidées, lire des livres, passer du temps avec de vrais amis. Toutes les choses qui me rendent heureuse et qui n'incluent pas de relations toxiques avec des parents ingrats. »« Tu ne regrettes pas ta décision ?» demanda prudemment Laurent. « Après tout, Amaury est ton fils unique. »« Non, je ne regrette pas. » Je secouai la tête. « Tu sais, Laurent, certaines personnes pensent que les liens familiaux sont sacrés. Que l'on doit pardonner à ses proches quoi qu'ils aient fait, simplement parce qu'ils sont de la famille. Mais je ne vois pas les choses de cette façon. Les relations doivent être basées sur le respect mutuel, que l'on soit parent ou non. Amaury et Odette ont montré leur vrai visage, et il était laid. Je ne veux plus rien avoir à faire avec des gens capables d'une telle trahison. Je comprends, hocha la tête Laurent. Et je respecte ta décision. Au cours des semaines suivantes,
je suis progressivement revenue à la normale. Mes orchidées, qui avaient un peu souffert sans soins appropriés, ont commencé à se rétablir. J'ai repris mes réunions du club de lecture, suis retournée faire du bénévolat à la bibliothèque, et à ma grande surprise, j'ai commencé à passer plus de temps avec Laurent, non seulement en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami. Il passait souvent voir comment j'allais, m'apportait de nouveaux livres ou me tenait simplement compagnie autour d'une tasse de thé. Nous parlions de tout, de livres, de politique, de nos anciennes aventures à la compagnie d'assurance. Et progressivement, j'ai commencé à remarquer que j'attendais ses visites avec impatience, que j'appréciais sa compagnie, son esprit, son sens de l'humour. Un soir, alors que nous étions assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, Laurent me prit soudain la main. « Élise », commença-t-il un peu timidement, « je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, vu tout ce que tu as traversé récemment, mais j'aime vraiment passer du temps avec toi. Et si tu es d'accord, j'aimerais continuer à le faire. Peut-être même plus souvent. » Je baissai les yeux sur nos mains entrelacées et sentis une chaleur se répandre dans mon corps. À 70 ans, je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau cela, l'anticipation d'une nouvelle relation, d'un nouveau chapitre de ma vie. « J'aime aussi passer du temps avec toi, Laurent, » répondis-je en serrant légèrement sa main. « Et j'adorerais le faire plus souvent. » Il sourit, et je vis dans ses yeux la même chaleur que je ressentais moi-même. Ainsi commença un nouveau chapitre de ma vie. Sans relations toxiques, sans trahison, sans manipulation. Juste avec de vrais amis, des activités favorites, et peut-être, un nouvel amour. Je ne regrette pas ma décision de mettre fin à ma relation avec Amaury et Odette. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes est de laisser partir ceux qui nous font du mal, même s'ils font partie de notre famille. Parce que la vraie famille, ce n'est pas nécessairement ceux avec qui nous partageons des liens de sang, mais ceux qui nous respectent, nous soutiennent et nous aiment pour ce que nous sommes.